Merci Darius Rochebain de vous prêter au jeu de cette interview à table. J'imagine qu'il y a plus dur comme rendez-vous, mais je vous remercie malgré tout. Merci à vous, merci de l'invitation. Pour être transparent avec nos auditeurs, on enregistre cette émission le jour du Jeune Genevois, jour de jeûne, jour férié, on fait tout faux aujourd'hui. Oui, là, c'est pas vraiment le jeûne, mais bon, ça fait longtemps qu'il n'y a plus vraiment de jeûne. J'ai un vague souvenir de ma mère qui faisait de la tarte aux pruneaux, tarte aux prunes, à cette période de l'année, voilà. Donc, je me rappelle très bien, j'ai de très bons souvenirs de quand vous rentrez de l'école, et puis que dans la période, c'était pas seulement pour le jeune genevois, mais toute la période, et que vous avez de la tarte aux pruneaux chaude qui est sortie du four tiède comme ça plutôt, ça c'est idéal. Petite réminiscence de l'enfance, Voilà. Les petits souvenirs qui sont agréables. Mais le jeûne en tant que tel, au sens premier du terme, non. Non, je ne jeûne pas. Non. Je ne suis pas calviniste. J'ai suivi une éducation protestante parce que j'étais à la paroisse de Saint-Gervais à Genève, donc j'ai une éducation protestante, mais assez lointaine. Jour férié pour vous ou pas du tout? Non, je travaille, j'enregistre une émission avec les CNI. D'accord, ça n'arrête jamais donc. C'est le métier de journaliste, ça arrête jamais, en même temps sans arrêt, puis vous avez quand même des petits moments sans arrêt d'oxygène où vous pouvez rêver, vous inspirer, lire, enfin voilà, mais c'est vrai que vous devez être en éveil. Tous ceux à qui j'ai annoncé que mon prochain invité serait Darius Rochebain, ou presque tout le monde m'a dit maintenant il a du temps. Dès l'instant, il ne présente plus le 19-30 en semaine. C'est vrai, j'ai un peu plus de temps, ou en tout cas un temps différent. Justement là, je fais le week-end qui vient, moi je présente le week-end qui vient, donc il y a quand même beaucoup de choses à préparer. Mais c'est vrai que pendant la semaine, j'ai plus de temps qu'avant. Ça laisse le temps de faire des grandes tables. Ça laisse le temps peut-être de savourer un peu plus le deuxième café, par exemple, parce que on a une séance à 14h30. Donc le week-end, il faut vite déjeuner parce que vous êtes entre la fin du journal de midi et la séance qui arrive. Mais pendant la semaine, voilà, si on a le plaisir de prendre un deuxième café, on peut s'attarder. On m'a toujours dit qu'un bon journaliste pouvait même lire l'annuaire et le rendre intéressant. J'ose vous demander un petit exercice, si vous deviez lire une partie de la carte et la rendre intéressante. Elle l'est intéressante, mais à votre intéressant, sauce, disons. je sais pas si... attendez, est-ce que je vais faire le malin Je suis pas végétarien, par exemple, mais comme quoi on est toujours un peu dépendant de l'esprit du temps, je suis plus sensible qu'avant à la souffrance animale, etc. Et c'est vrai que quand je regarde maintenant, j'ai jamais eu du plaisir à manger les animaux trop crus, ou quand on reconnaît l'animal dans l'assiette, par exemple, j'ai un souvenir quand j'étais en vacances au bord de la mer, c'était un merlu. Et ils avaient servi le merlu où on voyait vraiment la tête du merlu et il donnait l'impression de souffrir. Et je devais avoir, 18 ans, et je m'étais, ça m'avait presque rendu végétarien. Ce qui n'était pas le cas. Pour dire, voilà, la souffrance animale, on en est quand même sensible. Ça remonte à la nuit des temps. J'ai relu l'Odyssée d'Homère. Dans l'Odyssée, il parle du cri de la chouette, je crois, quand on lui retire son enfant, qui est tellement poignant. Voilà. Donc, je regarde je ne prendrai pas un merlu entier, etc. Mais une tagliata de bœuf, par exemple, ça c'est très très appétissant. Et comme je vous dis, j'aime pas ce qui se rapproche trop de la bête saignante, donc je vais la prendre très à point, très cuite même. Ce qui est pas bien, on dit qu'il faut jamais faire ça, mais... Alors le talent, c'est de réussir à glisser des infos sur la souffrance animale, à nous amener à quelques souvenirs d'enfance juste en lisant une carte. Voilà, je sais pas si c'est du talent, mais la carte est pas mal en tout cas. Un pavé de thon grillé. Non, tagliata de bœuf, c'est toujours bien. Alors allons-y, on va commander si... Avec plaisir. Si ça vous va. Alors, on a le plaisir d'avoir Erwan aujourd'hui qui nous accompagne à peu près chaque semaine. Vous êtes breton, Erwan ? Non, pas du tout. Non, c'est un prénom breton, non ? D'accord. Je vous en prie, allez-y. Eh bien, volontiers, vous faites une salade mêlée, c'est possible ? On peut faire ça. Alors, une salade mêlée avec la sauce à part, et puis après la tagliata de bœuf bien cuite. Aussi la sauce à part. Merci. Alors, je vais tester le tartare de thon au gingembre, menthe et agrumes écrasés d'avocat au citron vert et oignon rouge. Oui. En plat, s'il vous plaît. Ouais, je vous remercie. Vous restez à l'eau ? L'eau, ça va très bien. Comme j'enregistre tout à l'heure... Ça va, merci. L'obligation du travail. L'obligation. Non, mais ça endort un petit peu, quoi. Ouais. Les 5 verres de vin. Pour autant, c'est une vraie question. Oui, les 5 verres de vin. 4, ça va, mais 5, ça va. Mais les mœurs ont changé. Vous savez que moi, je suis beaucoup plus âgé que vous. Quand j'ai commencé dans le métier, surtout chez les Français, je me rappelle quand on appelait des Français pour un reportage à l'heure du déjeuner, ils vous disaient « Monsieur un tel est en train de déjeuner », il rentrait à 15h30, 16h, à moitié bourré, voilà, tout ça a changé. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus sérieux. Ça vous est déjà arrivé d'être alcoolisé à l'antenne ? Oui, ça m'est... non, alcoolisé, non, mais légèrement grisé, ce qui n'est pas très bon, parce qu'en fait, pour articuler, on croit que ça va vous donner une forme de liberté, etc. Puis en fait, c'est pas très bon, parce que vous avez l'élocution pâteuse.
Donc oui, ça m'est arrivé une fois ou deux fois. Par exemple, quand vous avez l'avéré d'un collègue qui s'en va à 18h, et moi je suis assez vite ivre, donc il m'en faut pas beaucoup. Franchement, ça m'est arrivé rarement. Une question qui revient régulièrement, est-ce que les journalistes peuvent se faire inviter à table? Alors je prends l'exemple de la table parce qu'on est au restaurant, Ouais. mais est-ce que les journalistes peuvent se faire inviter à table? Les mœurs ont changé, on est devenu plus puritain qu'avant, ce qui est bien parce que ça, la préoccupation morale a grandi. Mais c'est vrai que les mœurs ont un peu changé, notamment on voit dans les affaires qu'il y a à Genève, quand vous avez des élus qui Parfois les frais de bouche. Oui, on dit on va regarder leurs factures, même petite facture, on dit ah mais pourquoi? Et c'est vrai que moi j'ai vécu l'évolution des temps où aujourd'hui on est beaucoup plus sensible à ça. On se posait beaucoup moins la question dans le temps, dans tous les métiers d'ailleurs. Or c'est vrai qu'un déjeuner ou un dîner cher, ça devient un petit enjeu. Enfin, bon, tout est dans la mesure. Par exemple, si vous êtes invité, franchement, c'est pas pour ça que vous êtes acheté. En revanche, si Merci beaucoup. on vous invite dans un restaurant multi-étoilé chaque semaine, ça devient un peu louche, évidemment. La limite, on la fixe où, comment? Il y avait un très bon journaliste qui disait la limite, c'est ce que vous pouvez dire aux autres. C'est une très bonne, c'est Béguin, je crois, qui était un maître journaliste, qui disait ce que vous pouvez avouer à vos collègues en rédaction, ça va. Et dès que ça devient gênant, c'est signe que ça va plus. Il y a eu des moments où vous étiez gêné de ne pas pouvoir dire à vos collègues? Non, franchement, parce que d'abord, je suis pas corruptible. J'ai des invités parfois qui ont essayé de m'inviter sur un voilier. Moi, j'aime pas tellement la mer, j'aime pas être sur un bateau, je me sens prisonnier. J'ai pas eu l'occasion d'être tenté. C'est la problématique du bateau ou de la tentation? Bon, en général, non, j'ai pas eu l'occasion d'être tenté, et puis j'ai pas de goût de luxe de ce genre où tout à coup je me laisserais, en général, les longues soirées, j'aime travailler, vraiment, je suis un passionné de travail, pas un workaholic d'ailleurs, j'aime travailler, mais pas excessivement non plus. Mais quand vous aimez travailler, au fond, l'idée de passer une soirée sans fin à boire des bouteilles de champagne, c'est pas franchement, c'est pas mon truc. Mais tout est dans la mesure, encore une fois. Si on vous offre une bouteille de Nouillamine, c'est pas là que vous êtes acheté. Si vous acceptez un voyage lointain, là, oui, évidemment. Le cliché du journaliste qui va au restaurant, va boire un verre avec une source, avec son réseau, avec un contact, ça existe encore? Bien sûr, heureusement que ça existe. Moi, j'ai plein de collègues, moi je fais peu d'enquêtes, donc c'est pas mon cas, mais je vois à quel point des collègues dans le métier arrivent à des très bonnes affaires comme ça. Vous savez, les gens ont besoin de se confier, ont besoin d'exister, et le simple fait de s'attarder le soir avec quelqu'un... Merci. Merci beaucoup. Et le simple fait, disais-je, de s'attarder avec quelqu'un le soir, de boire des verres, etc., vous amène beaucoup d'informations, ça c'est certain. Voilà, la partie périlleuse de l'exercice commence. Voilà. Il faut manger, réussir à manger, pas trop se tâcher, parce voilà. que tout à l'heure j'enregistre avec ces habits-là, et puis parler. La cravate surtout, c'est toujours casse-gueule. Et la théorie de Jacques Chirac, qui allait pour la cravate comme pour la vie, il disait toujours, quand on a une tâche, il ne faut surtout pas commencer à essayer de la nettoyer, parce que c'est encore pire. Bon appétit en tout cas. Bon appétit. Il faut dire qu'on est tout seul dans le restaurant, ce qui est très chic. Oui, j'ai demandé à ce qu'il soit réservé pour vous. Oh là là. Et ça fait sourire Erwan, là, qui nous observe depuis le bar. Moi, vraiment, j'aime beaucoup le bistrot. J'aime peu le bruit. Donc pour ça, j'adore les terrasses. Et à Genève, on a fait beaucoup de progrès. Il y a beaucoup plus de terrasses qu'avant, d'ailleurs. Alors que l'endroit en fumée, bruyant, je trouve que ça épuise un peu. On est dans une société où il y a de plus en plus de bruit à tous les sens du terme. Oui, ça c'est... Donc vous êtes régulièrement perturbé? Non, mais j'évite souvent. Enfin, souvent à midi, à vrai dire. J'ai la chance d'habiter pas loin de la télévision, donc souvent je rentre chez moi ou je vais me promener, où je mange très vite et puis ensuite je me promène, je prends un peu l'air. Il n'y a pas une religion du repas de midi? Non, et pique-niquer est très agréable. Parfois, je vais vraiment à la COP, à la Migros, et puis dans un coin au bord de l'Arve, je grignote la viande séchée, du pain, des fruits, ça va très bien aussi. Parce que dans la rue, entre guillemets, on vous alpague régulièrement, on vous sollicite en tout cas? Oui, évidemment. Ce que je vous disais avant, quand on vous voit beaucoup... Le sommet que j'ai eu, c'était un monsieur, il baladait sa fille dans les rues basses à Genève,
Et puis il est venu vers moi, il m'a dit ni bonjour ni rien, ni oui ni merde. Et il m'a retourné comme si j'étais un objet. Il m'a pris par le bras, il m'a retourné, il a dit à sa fille, tu vois, c'est lui. Il m'a pas dit au revoir après. Et vraiment. Et là, télé. Vous êtes vraiment l'objet électroménager considéré comme tel. Voilà, mais non, en général c'est plutôt sympa, puisque par définition c'est très agréable d'avoir un métier où ce que vous faites provoque une réaction, donc les gens vous disent j'ai aimé, j'ai pas aimé, voilà, donc c'est toujours très agréable. Par le biais des réseaux sociaux, on sait aussi que vous êtes un encore jeune papa. Est-ce que l'éducation culinaire, c'est quelque chose qui est important à vos yeux ? C'est très important de bien manger. Moi, je suis très, même un peu maniaque. Ça peut énerver un peu mon entourage. Par exemple, si je suis invité, c'est toujours un peu gênant parce que vous n'osez quand même pas dire « fais-moi, je ne veux pas manger comme les autres », mais j'aime pas du tout... chaque repas, je sais ce que je veux manger, donc j'aime pas tellement me faire imposer. Plein de choses que j'aime pas. Et j'avoue que je suis un peu capricieux, mais pas par caprice, parce que je pense que là, il y a vraiment un côté médical dans ce que vous mangez. C'est très important pour se tenir en forme. Et c'est pas je suis pas une mode récente. Déjà, quand j'étais ado ou comme ça, j'ai toujours fait attention. Manger beaucoup de fruits et de légumes, manger des choses très simples. J'aime pas les choses trop apprêtées. J'adore la cuisine italienne, par exemple, parce que c'est très simple. Des légumes, des pâtes. Vous avez à dire d'où vient cette conscience Bon, j'avais une mère très écolo avant l'heure. Et puis, bon, c'est une conviction. Merci beaucoup. Je peux vous demander de cuire encore un peu légèrement ? Merci. Voilà, le caprice, c'est pas bien. J'ai pas eu le temps de le dire. Avec l'âge aussi, on devient peut-être un peu plus... Il y a des choses que vous osez quand... Je pense qu'il y a parfois à 30 ans, je vais pas dire, ça va pas déranger, etc. Puis à 40 ou 50 ans, du coup, j'aime la viande bien cuite, alors je la demande bien cuite. Vous avez raison. Mais en général, oui. Alors manger sainement, des choses fraîches. Je me méfie beaucoup de ce qui est, par exemple... les choses qui ont traîné, la viande hachée, vous savez pas très bien d'où ça vient. J'ai plutôt tendance à prendre un vrai morceau. Suspicieux. Voilà, je suis très suspicieux avec la nourriture. Ouais. Et j'enseigne ça à ma fille, enfin, la petite, elle est trop petite, mais j'ai une fille de 9 ans. Voilà, je recommande de ne pas manger des choses malsaines ou... encore une fois, les choses très simples sont les meilleures. Quoi. Et d'ailleurs, j'ai honte de dire ça, vous parliez tout à l'heure des invitations à manger. Des fois, les gens croient vous faire plaisir en vous invitant dans un restaurant où ils vous servent des mousses très subtiles, dans des petites verrines bizarroïdes. Et c'est pas du tout mon goût. Moi, plus c'est simple et bon. Mes meilleurs souvenirs culinaires, c'est un saumon simplement cuit avec un four à bois, des choses extrêmement simples, quoi. Enfin, simple, c'est déjà de la très très bonne nourriture, mais des bons produits qui se suffisent presque exactement. Ouais. Je suis pas très bon cuisinier. Moi, c'est vite la salade composée, donc c'est une base de salade. C'est pas bien. Hein, là, c'est pas Benoît cuisine, c'est Benoît qui corrige un peu. Donc, je connais bien les restaurants. Je suis pas très aventurier. Je connais certains restaurants où je sais que je vais bien manger de cette façon-là. Mais je suis pas très. Ça désespère un peu mon entourage. Où souvent les gens disent allez, on va essayer quelque chose pour essayer. Et je suis pas très aventureux. Donc du coup, vous invitez à manger si vous cuisinez pas ? Oui. Volontiers à l'extérieur. Oui, chez moi, non. Je peux inviter chez moi, mais vraiment, je suis pas... Non, je pensais à ça, chez vous, oui. Ah, bah oui, mais faut penser très simple. Ou alors, ça m'est... Vous être aventurier. Dans certains cas extrêmes, je suis allé au restaurant, me faire préparer quelque chose que j'amène à la maison. Ouais. D'accord. Ouais. Vous n'avez pas une recette ultime que vous maîtrisez, que vous pouvez sortir? Quand j'avais un peu plus de temps, je faisais le gigot de 7 heures. Donc moi j'adore les choses très cuites, comme vous venez de le constater. Merci monsieur, merci. Alors le gigot de 7 heures, là c'est bien cuit. Vous le mettez, c'est très simple. Hein. Un peu d'ail, un peu d'huile, quelques herbes, et puis vous le glissez au four pendant plusieurs heures. Pas forcément 7 heures, mais enfin une très longue cuisson. Et à basse température, donc théoriquement vous pouvez à la cuillère le découper tellement c'est tendre, ça c'est bien. Donc c'est le four qui fait le travail, on est d'accord. C'est le four qui fait tout le travail, et ça sent bon dans la maison en plus, donc c'est sympa. Ouais, en plus j'ai été serveur. Alors bon. Quand j'étais étudiant, j'ai fait plein de petits jobs. J'étais répétiteur, j'étais réceptionniste d'hôtel, enfin plein de trucs, moniteur de centre aéré, etc. Et j'étais vendeur de glace au bord du lac.
Vendeur de glace, soit au moment où vous faites les boules, soit au moment où vous êtes en terrasse. J'ai bien aimé ça. Ah oui? Alors là, il y a des emmerdeurs. En bon français, il n'y a pas d'autre mot. Là, vous constatez, vous vous mettez de l'autre côté de la barrière. Ouais. La personne qui chipote, qui est jamais contente, J'admire les cuisiniers. J'ai interviewé pas mal de cuisiniers. C'est vraiment un métier de sacerdoce parce que vous devez sans arrêt être là. Les cuisines sont des lieux pas très agréables. Souvent, c'est petit, c'est chaud, c'est enfumé, etc. Et puis les gens bossent. Les gens se révèlent à table. Hein. Il a Alain Main, qui est un grand consultant français, dit qu'il avait le test du riz de veau. Alors comme lui, contrairement à moi, aime les restaurants un petit peu haut de gamme, dans ces restaurants, il y a souvent le riz de veau, qui est très très gras. Et il dit quelqu'un qui prend du riz de veau ne veut pas être président de la République en France parce que c'est quelqu'un qui ne pense pas à sa ligne et puis qui s'attarde à table et qui a envie de bouffer. Bon. Et il a fait son test du riz de veau à plein de gens. Et il avait fait notamment Dominique Strauss-Kahn. Et évidemment, Dominique Strauss-Kahn s'est gavé de riz de veau. Il s'est dit, celui-là, il ne veut pas vraiment être président. C'est un trop amateur de la vie pour... Enfin, ça veut rien dire. François Hollande, je pense, aurait pris aussi beaucoup de riz de veau et il se gavait de chocolat, paraît-il. Et les gens, non, c'est vrai qu'à table, les gens se révèlent, ils se laissent aller, c'est une très bonne... même sans boire. Hein. D'ailleurs, j'avais fait l'interview de... Je peux citer son nom, c'est Metin Arditi, qui racontait, ça m'avait fasciné, qu'il voulait tellement réussir comme jeune homme, il travaillait dans un grand cabinet de conseil, qu'il mangeait avant d'aller déjeuner avec une personne. Comme ça, il était tellement concentré par le rapport de force du déjeuner d'affaires qu'il ne se laisse surtout pas aller à déguster son mou de riz de veau. Lui, il était vraiment dans l'attention. Pas sortir de ça. Donc il avait mangé un sandwich avant pour être 100% concentré. Très bien. Ouais, c'est parfait, merci beaucoup. Moi, je vais prendre un cappuccino, monsieur. Bien sûr. Alors, un express, s'il vous plaît. Ça ira très bien, merci. Le café, c'est un dopant? C'est un dopant, oui. Ouais. Bon, c'est un vieux truc de journaliste. Et d'habitude, on disait cigarette et café. Moi, je fume pas. Enfin, on dirait cigarette, vin blanc et café. Donc, je suis pas très alcoolisé de nature. Je fume pas, mais en revanche, oui, le café, là, je peux en boire énormément. Et quand vous dites énormément de café, ça représente quelle quantité? Je peux boire 15 cafés sans problème. Et sans incidence Ça m'est arrivé de temps en temps, j'ai fait attention d'avoir un peu de palpitations, donc j'ai limité. Mais et sous toutes les formes. Hein. Le café de cafetière avec le café allongé, vraiment n'importe comment, le Nescafé, le cappuccino à n'importe quelle heure. Ah ouais, c'est pas une question de goût, c'est une question de... J'aime le goût du café. Ouais. Mais Nescafé... Ouais, c'est autre chose, c'est un certain... D'accord. Et en Italie, j'adore l'Italie, notamment pour ça. Tout en Italie me plaît, notamment aller chez Sant'Eustachio, meilleur café de Rome, et puis prendre des cappuccinos à l'heure où il ne faut pas. Évidemment, les Italiens vous prennent pour un touriste quand vous en prenez à midi, là, comme moi, mais c'est une boisson du matin, normalement. Est-ce que de l'Iran, vous avez des souvenirs, culinaires, ouais. Parce que alors c'était vraiment pas la liberté de la femme. Les pauvres, c'était des tantes qui étaient vraiment traitées comme des inférieurs, et qui étaient depuis 4 heures le matin, elles se mettaient en cuisine et puis elles préparaient des repas de façon très compliquée. Très bonne la cuisine iranienne. Souvent des choses très simples d'ailleurs, hein. C'est de la viande grillée, des brochettes de viande grillée avec du riz. Donc ça, c'est des souvenirs, mais en dehors de ça, très peu, parce que mon père a eu le réflexe du naturalisé, donc il ne m'a pas appris le farsi. Et puis, lui-même n'est jamais retourné en Iran, moi j'y suis jamais retourné. Donc c'est une origine assez lointaine. J'ai changé l'orthographe de mon nom d'ailleurs. Souvent ça frappe les gens, parce ça frappait à l'époque, parce que mon nom s'écrivait Kochbin, c'était une transcription à l'anglaise, donc il n'y avait pas de sens en français. Et c'est précisé sur votre page Wikipédia d'ailleurs. Exactement. On m'a proposé plusieurs noms, alors j'ai pris Rochebin parce que c'était le plus proche de la prononciation d'origine, qui est Rochbin, qui veut dire optimiste. Je crois que Roche c'est bien, et Bin c'est voir, donc c'est la personne qui voit les choses en bien. Parfait. C'est bien. On ne peut pas espérer mieux. Et c'est vrai que je suis plutôt optimiste. Ouais. Pourquoi l'Iran, vous n'y retournez pas J'aimerais bien, mais quand je vous disais avant, ces voyages un tout petit peu plus longs, et puis j'ai des obsessions de la même façon que je suis un peu maniaque pour la nourriture. C'est-à-dire, j'aime tellement l'Italie, j'aime tellement le sud de la France que
Bien sûr, j'aime faire des voyages de découverte, mais enfin, j'ai tendance, si j'ai une semaine de libre, ce qui n'arrive pas très souvent, d'aller à Rome, à Venise, voilà, chacun retombe dans ses rails. Étonnant, vous n'avez pas cette curiosité J'ai eu la curiosité à voir les membres de ma famille. Et ils sont très très nombreux parce que chaque personne faisait 10 ou 12 enfants, chaque couple. Et comme mon père était 1917, vous multipliez ça par les générations et le nombre d'enfants, donc j'ai des milliers de cousins. Alors ils sont en général à Los Angeles, beaucoup ont quitté l'Iran. Il y a une partie de chrétiens, il y a une partie de musulmans, et il y a une grande partie de Baha'i. C'est une religion qui accepte tous les prophètes, une religion syncrétiste, comme on dit, très tolérante, très ouverte, qui était la religion de mon père. Moi j'ai suivi l'école protestante parce que ma mère était protestante, voilà. Mais donc voilà, j'ai des milliers de cousins, et ça c'est vraiment la culture iranienne à l'ancienne. Quand mon père est mort, j'ai reçu un message d'un oncle à Los Angeles qui m'a dit: viens, on t'a trouvé une maison et une femme. Parfait, une épouse. C'est très gentil, mais je lui ai écrit très gentiment: merci, mais ma vie est à Genève. Voilà. Le cappuccino est très beau, merci monsieur.